And of course, this morning we had already kind of more general view on what does this mean, 2%. Because this is, of course, as I told you this morning, if you translate it, if you calculate it on what this means for the European NATO countries, it means an increase of 130 billion euros, which is a lot of money. And we know that these budgets are not there in most countries. In my country, for example, it's impossible almost without taking the money from other departments, like Social Security. Okay, this is what we discussed this morning. Now, for the afternoon, we have a slightly different panel. So we have Chris Ninehan, he's from the UK, Stop the War Coalition. Chris, welcome. We have Edith Boulanger from the Mouvement de la Paix en France. Et c'est peut-être important de dire que vous avez les casques. Voilà, parce qu'il y a deux intervenants qui vont parler en français. So, two of the panel will speak in French. Edith will speak in French. Then we have Ingeborg Reines. She is the only one who already talks. She has the privilege to talk 3 hours if you want. But especially also to talk about campaigns, because she's a member of the International Peace Bureau, and she will, they have an important campaign against military spending. And then we have also Belgium. We are in Belgium. There are not many Belgians speaking, so now there is a Belgian colleague from the French-speaking peace platform CNAPD, Coralie Mampaille, who will also talk about, this is for each of the panelists, maybe very briefly, but maybe talk about what is the situation in your country, how it is discussed politically, and do you have this increase of defense budget already going on? And UK, it is one of the exceptions. They have already 2%, Chris. Congratulations. Would Stoltenberg say. But the focus of this panel is mainly on how to campaign, what kind of strategies we need, because it's very important for us as a peace movement to learn from each other how we can convince the public opinion on a very difficult issue already like NATO. How can we translate, how we can campaign successfully to counter this kind of targets, like this militarization, very militarization of NATO and of each of the member states. So maybe, I don't know, we just start with Chris from the far left. Not politically, but the far left. Maybe it's politically also far left. And we have only one microphone. So Ludo, tu peux changer les noms. Il faut les intervertir là. Oh yeah, of course. The names are not correct, so please check if you have the right names. So please try to be your four people, not too long, because the aim is also to have discussion with the room. You can try this one as well, but I mean, I'll just say a few words really, because obviously this is an open discussion. One moment, Chris. I don't know, but maybe it's more sympathetic. You know, it's easier for the panel if you come down, because it's a very big room. Can you please come down a little bit? Just to almost big, I would support this, yes. Yeah. Okay. Go ahead. Sorry, Chris. Okay. As Ludo says, from Britain, we unfortunately are one of the few countries, I think probably 5 countries in Europe, that already does spend 2% of our budget on the military, which is clearly something to be ashamed about. Having said that, I don't think that fact captures the sort of political and economic reality of what is going on in Britain particularly well, because it's also the case that we have, as people know, a leader of the opposition who is, whatever the formal position of the Labour Party, which unfortunately on this question isn't particularly good, is nevertheless associated clearly as being someone who's against military spending, who's against foreign wars, even
personally known to be at least critical of NATO. In fact, I think most people probably recognise that he personally opposes NATO. So it's a kind of paradoxical situation in that sense. I think that this whole question of austerity, the cuts, the social programs, and so forth, in contrast with military spending, is a crucial one. And it's certainly the case in Britain. I know it's the case in lots of other countries as well, that the kind of post-crash, post-banking crisis austerity programme is utterly discredited. That's certainly something that's I would say it's been in the last 2 years, really, finally, austerity is, even the ruling party in Britain, even the Conservative Party, is trying to sort of distance itself rhetorically from austerity. And so in that situation, to be able to argue that, we're cutting hospitals, we're cutting welfare, we're cutting education, we're cutting unemployment, we're cutting disability benefit, but we're spending more on war, and that really there's something wrong with those priorities, I think is a very, very potent argument. I think it's just, an immediately popular argument. But I think it's very, very important because, amongst other things, it begins to challenge the kind of the fatalism and the inevitability behind the neoliberal paradigm. The idea that, there is no alternative. The idea that the free market decides everything, or should decide everything, I think is very nicely challenged by people saying, hang on a minute, we're spending billions of pounds on war, that's nothing to do with the market, that's a political decision which is made by politicians. And that begins to sort of take apart the kind of fatalistic logic of neoliberalism. So I think it is a very, very important part of our kind of the position of the movement in general. And the reason I say that is because, this is something that what we're trying to do in Britain is to integrate this argument, the anti-militaristic, anti-war argument, into the wider movement. As well as clearly campaigning against wars and so forth, we try and make sure that on every anti-cuts demo and every strike, on every union mobilisation or demonstration, there is a section of people who have got anti-war placards and are saying, welfare, not warfare. And in a way, it's quite, as I say, it's almost quite a liberating argument for people because, nurses or teachers or people working in social services can say, yes, the money is there, that they're spending money on bombs and they're not spending it on books. And I think our aim is to make that an integral part of the whole way in which the anti-government, anti-austerity movements operate, as well as making sure that there is a unitary anti-war movement that's taken to the streets. So that's, I guess, my main point. I want to make one other point, which I think is important here, which is to sort of, I think Ludo did it in the morning, but I think it's worth coming back to, which is just to underscore the kind of significance of military spending, and the way that, particularly in countries like the US and Britain and some other of the most militarised countries in the world, it's actually a structural part of globalised capitalism. It's a fundamental element of British society. It's not some irritant on the margins. The question of the arms expenditure and the arms industry is a very, very central part of British society. And that, I think, is important to stress as well. In Britain, when you factor in the spending on the renewal of the nuclear arms system, Trident, you're not really talking about 2%. You're talking about a really significant amount of social wealth that is being siphoned off into the military. Just to give you an example, between 1/3 and 1/2 of the budget deficit in Britain can be accounted for by the arms sector in general. So therefore, what we're really saying is that the whole of society
the whole way in which British society certainly is moving forward is kind of being shaped fundamentally and structurally by the military and by the arms industry and by this aggressive, more and more aggressive foreign policy. And if you turn that on its head, you can then start to talk about, you know, look, is this really the kind of society that we want? If the whole sort of austerity banking crisis problem could have been solved by massively reducing arms spending. That's the truth. You know, we wouldn't have needed austerity. Certainly nothing like the levels. I mean, obviously, I don't believe we needed it anyway, but leaving aside the sort of more general arguments, just the question of the military can be used as a way of saying, actually, there are different ways that you could take society forward. If you look at the US levels of spending, the banking crisis took up, say, $1 trillion was spent on bailing out the banks. That's a rough, obviously, a very rough estimate, but $1 trillion spent on bailing out the banks. That is exactly the figure, $1 trillion, that was spent in the invasion and occupation of Iraq by the United States. So again, you know, this is not some sort of, and I think we need to get this across, this is not some sort of marginal question. This question of the kind of foreign policy that are pursued by the Western powers, the kind of priorities that are pursued by governments in terms of military spending, go right to the heart of the kind of societies that we live in. And I think once you start to present the thing in that kind of light, as how structural, how fundamental our societies are being shaped by this kind of war on terror, by this new aggression, then I think you can begin to win over huge numbers of people really to a different kind of vision. And as I say, and I'll end on this, I mean, it's a very complicated political situation in Britain, and all sorts of compromises are being made and have been made around the whole Corbyn project. But nevertheless, we are in a position where we have a general election in which it is now conceivable that the winner in a general election in Britain could be someone who is publicly known to be opposed to imperialism, opposed to Britain's colonial role, opposed to the wars, and opposed to these obscene and stratospheric levels of military spending. That should give us hope that it is actually possible to win these kind of arguments and to create a really genuine, mass, popular reassessment of the kind of disastrous foreign policies that have been pursued over the last 16 or 17 years. Thank you very much. Je passe la parole à... Ça marche? You hear me? Yeah, it's working. Je passe la parole à Edith. Oui, je m'excuse de parler en français. Voilà. Et moi, je représente le mouvement de la paix français. Donc, je vais vous parler de toute la stratégie du mouvement de la paix. Les 2% seront peu abordés parce que peut-être que déjà on les dépasse, on ne les dépasse pas. Cela dépend évidemment des critères d'évaluation de ces 2%. Mais de toute façon, c'est bien plus important. Alors, l'objectif du mouvement de la paix, il est de travailler à la construction de la paix, bien sûr, depuis 1948. Et de par ses statuts, il a pour but, dans l'esprit de la Charte des Nations Unies, d'associer en France tous ceux qui souhaitent participer à la construction de la paix et de la sécurité nationale et internationale. Il a donc incité l'opinion publique à entrer dans un processus de paix. One moment, un instant. Il n'y a pas de traduction. There's no English translation. Is er geen Engels? Nobody has translation into English? No? One moment. Somebody's coming down. Is it okay? You speak English? Yeah? There is English translation? You hear it? It's 1, 2, 3. It should be 3 or 4 maybe. Because there's a... It's okay? Okay. Okay, on peut continuer. Je peux continuer. Donc il doit inciter l'opinion publique à entrer dans un processus de paix et de faire prendre conscience que la paix est possible. Et en cela, l'OTAN est un des outils des nations libérales, aux mains des USA, pour étendre leur domination économique,
politique et idéologique, c'est un outil donc très important, surtout actuellement, et qui coûte cher au peuple. De plus, il est illégal au vu du droit international et de la Charte des Nations Unies. C'est donc la politique de ces pays membres de l'OTAN qu'il faut viser. Pour nous, si la France entend agir pour la paix, la justice, le désarmement, à travers la solidarité, l'égalité entre les peuples et le respect du droit international, la France doit se retirer de l'OTAN. Mais signalons que toute organisation de défense européenne qui ne serait pas sous le contrôle des Nations Unies serait tout aussi illégale à nos yeux, néfaste et à bannir. Alors, la recherche de la paix, elle passe certes par la diminution des dépenses militaires, par l'élimination des armes nucléaires, comme on l'a vu ce matin, par la dissolution de l'OTAN, mais aussi par le développement des 8 domaines d'action de la culture de la paix. C'est tout un chantier en construction permanente. Alors, je vais rappeler les 8 domaines d'action, et je dis bien action, de la culture de la paix. Le premier, bien sûr, c'est le renforcement de la culture par l'éducation. Le deuxième, c'est la promotion du développement économique et social durable. Le troisième, la promotion du respect de tous les droits de l'homme. Le quatrième, assurer l'égalité entre les hommes et les femmes. Le cinquième, favoriser la participation démocratique. Le sixième, développer la compréhension, la tolérance et la solidarité. Le septième, soutenir la communication participative et la libre circulation de l'information et des connaissances, ce qui n'est vraiment pas le cas de par le monde. Et enfin, seulement le huitième domaine d'action, c'est promouvoir la paix et la sécurité internationale. Donc, nous avons une autre conception de la sécurité, évidemment, que celle qui est actuellement prévue par presque tous les pays. Cette stratégie a été rappelée dans notre projet triennal 2014-2017, qui a été fait lors du congrès du mouvement de la paix à Toulouse en novembre 2014. Et notre slogan, c'était « Pour les droits humains à la paix, passons aux actes ». Pour passer aux actes, notre stratégie actuellement, c'est de travailler avec le plus de partenaires possible, de mettre en avant ce qui nous ressemble et de laisser de côté ce qui nous sépare, ou en tout cas d'en débattre, d'en discuter librement. Aller à la rencontre des gens, parce qu'on a fait des marches de la paix le 24 septembre 2016, c'était la première fois sur le plan, tout en France, il y a eu 22 marches, avec plus de 100 organisations différentes. Et on a été très étonnés de l'accueil des passants, des gens qui étaient sur le trottoir, qui étaient tout étonnés de voir que c'était possible de faire une manifestation pacifiste. C'était rare, sans violence, bien sûr. Bien, donc, il faut faire prendre conscience aux gens que œuvrer pour un processus de paix, c'est du domaine du possible. Alors, nous n'œuvrons pas seuls, évidemment. Nous avons 180 comités en France. Et évidemment, nous faisons vivre ces comités, et c'est eux qui animent différentes campagnes, différentes initiatives, souvent en partenariat avec d'autres associations régionales ou locales. Alors, bien sûr, nous avons des actions générales. Nous nous adressons, bien sûr, surtout en ce moment, aux élus ou aux candidats, présidentiels, députés, sénateurs, sur toutes les questions relatives aux campagnes que nous avons décidées. Par exemple, celui du budget de la défense, nous sollicitons une entrevue avec les députés de tous bords, sauf le Front National, notamment à l'occasion du vote du budget de la défense. Nous rencontrons les représentants des différents partis politiques. Nous leur demandons s'ils veulent sortir ou non de l'OTAN. Il faut reconnaître que seule la France insoumise a dit qu'elle voulait sortir de l'OTAN. Nous demandons s'ils appliqueront les 2% du PIB pour les dépenses militaires. Tous ont dit qu'ils l'appliqueraient. Mélenchon, c'est pas très bien. Mais nous faisons aussi d'autres soutiens aux initiatives de paix,
tels que nous demandons la reconnaissance de la Palestine, nous soutenons le peuple kurde actuellement, nous demandons un règlement de la guerre en Syrie par des négociations, nous insistons sur les politiques environnementales, car par exemple, lors de la COP 21, il a très peu fait état de la pollution des militaires. Or, la militarisation, c'est elle qui est le plus grand pollueur de notre planète actuellement, et on passe ça sous silence. Évidemment, on travaille pour le traité d'élimination des armes nucléaires, la dissuasion nucléaire, etc. Pas de salon de l'armement à Paris, etc. Tout ça par le biais de communiqués de presse, d'entrevues, de lettres, de pétitions. Actuellement, en pleine campagne législative, le mouvement de la paix s'adresse au tout nouveau gouvernement et aux candidats aux législatives pour leur demander leur position et leurs engagements en faveur de la paix, notamment sur les dépenses militaires, sur le maintien de la France au sein de l'OTAN. Notre objectif est que les mesures annoncées, Macron a annoncé 2% du PIB, bien sûr, pour l'OTAN, voire une augmentation progressive au cours du temps, nous demandons que toutes ces mesures annoncées ne soient pas suivies des faits et nous allons lutter contre. Alors, évidemment, tout ça, il y a une augmentation du budget de la défense française qui s'élevait en 2017 à 32,7 milliards d'euros, qui devrait atteindre 41 milliards d'euros d'ici 2020. Donc, évidemment, on est contre. Il y a un doublement des dépenses consacrées à l'armement nucléaire, alors même que, vous avez entendu ce matin, les travaux pour un traité d'interdiction des armes nucléaires ont lieu à l'ONU. Doublement, franchement, ça passera de 3,5 à 6 milliards d'euros pour les armes nucléaires. Nous savons que notre nouveau président, donc Emmanuel Macron, est pour le maintien de la France dans l'OTAN, pour l'augmentation des dépenses militaires et pour une politique de dissuasion nucléaire. Nous avons donc fort à faire. Mais dans une démarche de culture de paix, nous nous adressons aussi aux enfants, aux collégiens, aux lycéens, aux étudiants, soit dans les établissements scolaires ou périscolaires, dans les universités. À l'université d'Evry, il y a un enseignement de la paix dans des UV, des unités de valeur, au niveau master. Évidemment, il y a des membres du mouvement de la paix qui participent à cet enseignement. Nous avons créé aussi des ateliers d'alphabétisation, d'animation de la paix. Par exemple, le mouvement de la paix a participé récemment à l'organisation de fresques participatives sur les 8 axes de la culture de la paix avec des ados et des jeunes, des enfants, lors des journées Planète Boom, peut-être que vous connaissez, organisées par les Pionniers de France. Il est à noter aussi que le mouvement, il essaye de se rajeunir, et pour ça, il reçoit aussi de nombreux stagiaires, des Peace Students, de l'Université Paris-Dauphine, français, américain et aussi anglais. Je crois que c'est le casque qui... Oui, je vais arrêter. Alors, nos actions s'adressent à l'opinion publique aussi, parce que franchement, comme disait Gutiérrez, il est temps que les gens s'en mêlent de la politique de la paix. Alors, parce que franchement, on n'est pas aidé par les médias, n'est-ce pas? Ni la presse, ni la télévision ne parlent de paix. Et par exemple, un exemple, hier, on était à la manifestation, et donc Yves-Jean Galas, du Mouvement de la Paix, a été appelé par la chaîne parlementaire pour une émission en direct. Donc tout de suite, on s'est précipité, on a mis le Skype, etc. Et en fait, on ne lui a pas donné la parole. Donc ils se sont excusés, mais ils ont dit que le débat était trop riche, donc il n'a pas eu la parole. Mais ce n'est que partie remise, il a déjà participé à certaines émissions, mais enfin trop peu. Alors, nos actions s'adressent à l'opinion publique, c'est nous qui le faisons, et on fait des conférences débats, pareil, sur tous azimuts, puisque la culture de la paix, vous avez bien compris, c'est évidemment très diverse. Une des dernières, c'était sur la demande d'enquête sur le viol des 500 000 femmes en RDC, République démocratique du Congo, pendant 20 ans, et il n'y a toujours pas d'enquête, toujours pas de TPI. Production de films, tels que La bombe et nous, de Xavier-Marie Bonneau, à paraître en novembre 2017, je vous le conseille, La clé du sol de Muriel Jacob sur les Palestiniens, This is my land d'une Israélienne en 2016, et Les Sherpas de Yacoub.
et débat public autour de films. Voilà. Alors, nous faisons évidemment plein de choses. Il y a l'édition du mensuel Planète Paix, et je vais parler plutôt de nos participations au collectif. Nous animons plusieurs collectifs. Alors, il y a le collectif Pas de salon de l'armement à Paris, contre le salon Eurosatory, qui est le premier salon mondial des armes, qui a lieu tous les 2 ans à Paris et tous les 2 ans à Londres. Le collectif 21 septembre, regardez cette année notre affiche par l'affiche du 21 septembre, Journée internationale de la paix, qui sera faite par Coco, la dessinatrice de Charlie Hebdo. Nous animons évidemment et participons au collectif français Non à l'OTAN, Non à la guerre, qui a été créé en 2009 sous le nom OTAN Afghanistan et qui maintenant est devenu Non à l'OTAN, Non à la guerre. Et puis depuis 2016, il y a la création du collectif En Marche pour la paix. Je vous en parlais, la première initiative, ça a été de faire des marches dans 22 villes de France, fort de plus de 100 organisations. Ce collectif a généré aussi une pétition qui a obtenu 7000 signatures, c'est pas assez, hein, c'est déjà pas mal. Pétition en direction des parlementaires et du gouvernement pour la redirection des budgets militaires vers les budgets sociaux. Il y a eu les marches pour la paix, la prochaine aura lieu donc le 23 septembre à Paris. Et nous avons surtout, ce dont nous sommes fiers, c'est d'avoir édité le livre blanc de la paix avec ce collectif. Donc 30 organisations ont participé à la rédaction de cet ouvrage. Évidemment, il fait un peu le pendant, mais pas du tout avec la même conception de la sécurité, du livre blanc de la défense qui a été écrit en 2013 et qui donne la politique de la France sur 20 ans, 15 ans. Alors, le livre blanc pour la paix, la première partie, c'est l'analyse et les propositions de ces différentes organisations pour la construction de la paix. C'est tout ce qui nous a rassemblés. Et la deuxième partie, ce sont les contributions de chaque organisation qui ont pu faire état de leur diversité, de leur spécificité. Voilà, il est au prix de 5 €, mais il est déjà épuisé. En une semaine, il a été épuisé, on en a fait 1000. Bien sûr, il y a un chapitre sur l'OTAN et la France. Alors, ce livre blanc va faire l'objet de la Tour de France, puisqu'on fera des débats évidemment sur ce thème-là. Et enfin, signalons le rassemblement suivi d'une marche le 28 mai prochain à Carhaix, c'est dans le Finistère, à la pointe du Finistère, parce que là, vous savez que dans 4 jours, il va y avoir les manœuvres de l'OTAN avec 12 pays. Et donc, évidemment, le mouvement de la paix avec d'autres partenaires vont faire un rassemblement, un pique-nique, etc., des manifestations contre ce rassemblement, avec comme mot d'ordre, oui à la paix, les peuples d'abord, non à la guerre, non à l'OTAN. Je finirai par, évidemment, alors que dans le livre blanc de la défense écrit en 2013, donc dans le chapitre La France dans l'OTAN, il est dit « La France est attachée à conforter la solidité de l'alliance militaire, réaffirmant le rôle des armes nucléaires en tant que garantie suprême de la sécurité et pilier de la doctrine de défense de l'Alliance. Le livre blanc pour la paix, il prévoit, lui, l'instauration d'un ministère de la paix, c'est ce que nous réclamons, la création d'un institut national de recherche et d'éducation à la paix, pluridisciplinaire, avec différents instituts de recherche publics et privés, pour évidemment investir dans la paix, parce qu'il y a peu d'investissement dans la paix. Donc, et je finirai par cette formule de Ban Ki-moon, le monde est surarmé et la paix est sous-financée. Merci. Okay, the next speaker is Ingeborg. I think you will especially talk about the global data security. So please try to be limited to 10 minutes, because you know the aim is also to have a discussion with the audience here in the room. So just in order to have enough time. Thank you. I'm among the few that have spoken on this theme also this morning. So I would just, before speaking about the
the project of the International Peace Bureau look into what are the biggest threats to peace and security in our days. And to my mind, that is the nuclear threat. It is the growing inequality between the haves and the have-nots, the 1% against the 99%, or these 8 men that owns as much as the poorest part of humanity, and the climate and environmental changes that gives us desertification, that gives unrulable weather, unpredictable weather, lack of possibility to really plan, and that deplenishes the natural resources that we have. And none of these major threats to humanity and to the planet can be solved by military means. On the contrary, the military means may be, if not the major threat, it is at least a major part of the threats. So reducing production and consumption patterns are extremely important. So when the International Peace Bureau established several years back what we call the Global Day of Action on Military Spending, it was to insist on the importance of moving money away from the military sector to meet the needs and concerns of people. And the Global Day of Action has, over these 7-8 years, been organized mostly in April, when SIPRI, the Stockholm International Peace Research Institute, is presenting their annual report on military spending. And with an agreement with SIPRI, we get the facts prior to them publishing them, so that we can send the information to the more than 300 member organizations in order for them to plan actions in their own countries. IPB found that having one day a year was not enough, so a few years back we changed into a global campaign on military spending, so as to work on this issue more frequently. And some of you came to the conference that the International Peace Bureau, with many other partners, organized in Berlin, October last year, called Disarm for a Climate of Peace, and where we also made an action agenda. One of the major successes, I would say, of that conference that brought together some 1,000 people was the strong participation of the trade unions. And when asking the bosses of UNIO or of ITUC what brought them on board to cooperate so closely with the international peace movement, they said one word. They said environment. So the trade unions have understood that there are no jobs on a barren planet. So we need to have an holistic approach to the strategies that we develop, where we need both the development organization, the peace organization, and the environmental organizations on board. A major problem that the peace organizations, at least, are facing is the lack of resources. And to give you perhaps an encouragement, it was that IPB, a Nobel Peace Prize laureate, got some years, had a meeting in the context of the Nobel summits that Gorbachev established for Nobel laureates, organizations, and individuals to meet and to develop more closely their strategies. And in this meeting, once he said in Rome that
don't you think, peace organizations, that we, the world leaders, do not listen? Because we do listen even though we do not answer. But know that I would never have dared to take the risk of stretching out an arm across the Atlantic to try to stop the Cold War if it hadn't been for the strong peace movement. So he encouraged us very, very strongly to become stronger. But how do we become stronger when it is so excessively difficult to get resources for peace work? So I think we need to discuss this. How can we manage to get proper resources when neither the politicians nor mainstream media are willing to dialogue on a proper level? I had thought that I would also look a little more into, but I don't know if I have the time to do that, the different aspects of NATO that we need to confront in order to get down the military expenditure. And of course, everybody knows that NATO wants no disarming, and that they want a 2% of GDP for military purposes, and perhaps even more, if we understand the last rumors that come out from there, which gives warfare instead of welfare. Then it is this policy that they established out of the area strategy, which has brought many countries, like my own country, Norway, in war with countries that we have no conflict with at all, just in order to be loyal to the NATO strategy. And we are changing our military system to be a more efficient partner to NATO, not to have a stronger military in Norway. Then when we can see the total lack of success in this war against terror and the fight in the different Muslim countries, they needed another enemy and went back to Russia. NATO was established because of the fear of communism in former Soviet Union. It led to the establishment of Warsaw, the Warsaw Pact. When Gorbachev closed down the Warsaw Pact, NATO was supposed not to go into the former Warsaw states, which they are doing, and this continuous and strengthened threat against Russia is the way that NATO is now legitimizing their rise in military spending. The fourth point is their nuclear policy. And NATO says that we want to have nuclear weapons as long as nuclear weapons exist. But since NATO have together more than any others, it would be normal that they were the ones to reduce the first. And they also have this first strike doctrine that allows them to strike with nuclear weapons, even not attacked by nuclear weapons. Fifth, NATO is strongly reducing the role of the UN when it comes to security. And they make us lose our belief in international law. So they kind of makes a mockery of the diplomatic mechanisms for conflict resolution. I hope we will have the possibility of coming back to how I think the peace movement has to help strengthen the UN again, and I'll be more specific on that if I be allowed in the next round. My sixth point is that there is strong lack of clarity between what is a military operation and what is a humanitarian operations. We have heard about the use of military in connection with repatriating refugees, but there are also a lot of other examples.
7 point, the NATO is constantly putting forward worst case scenarios and enemy images, which makes the cooling of conflicts more difficult. It makes the need to create rooms for dialogue and diplomacy and all the other non-violent solutions that we know about so much more difficult. And the eighth and last is that there are very unclear borders between what are the interests of the US in their global search for natural resources and the needs and interests of other NATO countries. And the paragraph 9 that says if one country is attacked, it will be protected by the others. And I'm thinking of the strong militarization that is presently going on in the Arctic, in another part of Norway, for instance. And I would hope that we are not at any point saved by paragraph 5 of NATO, because we have seen how NATO is protecting. It's protecting by bombs, and we risk to be bombed back to a Stone Age. Thank you. Thank you. Maintenant, je donne la parole à Coralie, compagne. T'as besoin Donc moi je voulais surtout vous présenter la campagne Pas d'armes chasse qui a réuni un bon nombre d'associations ici en Belgique autour de cette question des dépenses militaires. Donc la plateforme Pas d'armes chasse a vu ses origines après les élections fédérales qu'il y a eu en Belgique en 2014. Parce qu'effectivement, donc, le nouveau gouvernement élu lors de ces élections, donc, dans son accord de gouvernement, prévoyait, entre autres, donc il disait l'Europe doit pouvoir continuer à compter à l'avenir sur une capacité militaire suffisante si elle veut être et rester crédible sur la scène internationale. Le gouvernement œuvrera à la conclusion d'un accord au niveau de l'OTAN et européen, par lequel les pays participants s'engagent à ne plus réduire leur budget de défense dès maintenant. Et suite à ça, il prenait la décision, donc le gouvernement prendra une décision qui permettra à la Belgique de conserver pour le long terme une capacité de chasse et de bombardement en vue de la fin de vie annoncée du F-16 actuel. Donc le F-16 arrive en fin de vie et le gouvernement décide qu'il faut les remplacer. Et donc c'est sur cette question-là que la plateforme Pas d'avion de chasse s'est mise en place. Donc elle a commencé... Une des premières actions qui a été faite, c'était de recueillir l'avis des représentants des principaux partis politiques au niveau francophone et flamand. Il s'est avéré donc la plupart d'entre eux étaient pour, sauf Groen, donc le parti écologiste flamand, et le PTB, qui étaient opposés, mais alors certains mettaient des restrictions en disant on peut accepter, il ne faut pas qu'ils aient la capacité nucléaire, mais bon, il y avait déjà une adhésion forte des partis politiques, alors que déjà à l'époque, une enquête montrait que seuls 25% de la population belge était pour cet achat. Et donc c'est suite à cela que la plateforme s'est mise en place, à l'initiative de 4 associations. Maintenant, elle réunit plus de 130 associations en Belgique. Et donc dans cet accord de gouvernement aussi en 2014, donc l'achat de ces nouveaux avions de chasse s'inscrit dans un plan plus large du gouvernement qui vise à augmenter les dépenses militaires aussi à l'horizon 2030. Donc par exemple ici en 2015, la Belgique, on a un peu moins d'1% de dépenses militaires. Et l'idée, c'est de les augmenter pour arriver à 1,35% d'ici 2030. Donc ça... j'en étais où et donc le gouvernement a chiffré en 2015 le prix de cet achat et des dépenses qui allaient être faites dans l'armement. Et donc, par exemple, le prix d'achat des avions de chasse serait aux alentours des 3,6 milliards.
Et à ça s'ajoute toute une autre série de dépenses, donc des dépenses dans les services de renseignement, d'autres dépenses dans l'armement. Et dans cette note qui chiffre les dépenses, il est aussi souvent fait référence à l'OTAN. Et donc toute la campagne s'est organisée autour de ça. Donc pour s'opposer à cet achat, en insistant par exemple sur le fait que, effectivement, comme monsieur disait, c'est toutes des dépenses qui ne seront pas investies dans d'autres choses. Donc il y a toute une série de visuels et tout qui avait été fait pour dire, ben voilà, l'achat de ces avions, qu'est-ce que ça pourrait représenter en termes d'emploi, de protection de l'environnement, d'accueil de réfugiés. Et donc, la plateforme a 4 revendications principales. Donc il y a l'opposition au remplacement des F-16, le fait, comme je disais par rapport à ces visuels, que les budgets soient alloués à d'autres dépenses qui sont utiles socialement, une opposition évidemment aux interventions militaires, et aussi la demande d'un débat démocratique qui soit ouvert, transparent sur l'avenir de l'armée belge en règle générale. Et aussi, du coup, il y a un point aussi à noter aussi depuis le début de la campagne, c'est qu'on a des difficultés à mobiliser le monde syndical, entre autres aussi à cause des questions de retombées économiques ici en Belgique, parce qu'en fonction de l'avion, on promettrait qu'une partie puisse servir au niveau économique belge. Donc on a fait une série d'actions qui ont été des manifestations, campagnes virtuelles, flash mobs. Des liens réguliers sont entretenus aussi avec les députés de l'opposition qui sont actifs dans la commission de défense, avec aussi l'envoi systématique de cartes de vœux tous les ans à tous les parlementaires, à tous les niveaux de pouvoir. Mais parmi toutes ces actions, il y a eu 2 actions phares qui ont été faites. Il y a une pétition qui a réuni 37 000 signatures sur base des mêmes revendications que les 4 revendications de la plateforme que je vous ai présentées. Cette pétition a été envoyée fin 2016 au Premier ministre, mais aussi au président de la Chambre des représentants. La réponse a été assez catégorique, donc le Premier ministre a refusé de nous recevoir. La Chambre, donc la question était de demander que la pétition soit inscrite à l'ordre du jour de la Commission Défense et de la Commission Budget et Finances. Et les 2 commissions ont refusé d'organiser le débat sur cette question-là, alors que c'est une pétition qui a quand même mobilisé 37 000 personnes qui ont signé la pétition. On a aussi organisé une manifestation donc la mobilisation associative était très large. Mais bon, le jour même, voilà, on n'a pas eu le nombre de personnes qu'on attendait, entre autres pour des raisons climatiques, puisqu'il pleut souvent en Belgique. Mais bon, qui a eu un bon... qui a quand même été, par contre, très bien relayé dans la presse, dans le milieu associatif et tout. Donc ça a quand même eu un effet assez positif. Et donc là, à quel point on en est maintenant, donc le gouvernement vient de publier son appel d'offres pour l'achat de ces nouveaux avions et 4 constructeurs sont encore en course. Il s'agit de Lockheed Martin, Eurofighter, Dassault et Saab. Et ils sont supposés annoncer, donc les constructeurs doivent remettre leur proposition. Et le gouvernement doit normalement décider d'ici à la fin de l'année l'avion qu'ils vont acheter. Et ensuite, il y a une phase de négociation d'1 an encore avec le constructeur. Mais bon, les délais ne sont pas trop respectés depuis le début, donc ça prendra peut-être plus de temps. Et donc là, la plateforme se recentre autour d'une nouvelle campagne qui va se concentrer autour d'un billet de 500 €. Qui symbolise en fait le prix que l'achat représenterait pour chaque contribuable belge. C'est évalué un peu plus de 500 par contribuable. Donc c'est la campagne qui s'appellerait Give My Money Back. Les billets vont être distribués pendant des événements qui vont être organisés en Belgique un peu partout. Et il sera aussi proposé aux citoyens d'écrire un courrier à leurs contribuables pour demander à leur contrôleur des contributions
pour leur demander que cette somme soit retirée, voilà, d'une sorte de désobéissance fiscale, pour que cette somme ne soit pas, qu'ils refusent que cette somme soit investie dans l'armement, cette somme qui met dans l'impôt. Et donc voilà, ce sera principalement autour de ça, et il y aura aussi normalement la réalisation d'un nouveau sondage sur l'adhésion ou non à l'achat d'avions de chasse. Et là aussi, la question se pose aussi avec ces avions juste pour revenir là-dessus avant de finir, des armes nucléaires, vu que les F-16 étaient équipés pour transporter des ogives nucléaires que nous avons ici en Belgique à Klembrogel, dû à notre adhésion à l'OTAN. Et donc voilà, la question se pose aussi de savoir si ces nouveaux avions seront équipés ou pas, vu que les actuels le sont. Donc voilà. Ok, merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Sylvie est encore là. Tout à l'heure, il a passé le micro. Quelqu'un. Voilà, ça va, tu peux bien passer le micro autour le public. Donc, it's up to you now. You can, of course, ask your questions for clarifications, more information, whatever. Please also try to be brief, because usually many people want to intervene, and so we want to be democratic in that. And you can also give comments, but as well as brief as possible, please. So who wants to take the floor first? This would be exceptional if nobody wants to speak, of course. Juste un premier petit point, je crois, pour renforcer ce qu'a dit Boy sur la question nucléaire. Il y avait un rapport de l'Institut des Nations Unies pour la recherche et le désarmement publié au mois d'avril, c'est-à-dire il y a un mois, qui dit que la menace d'une utilisation des armes nucléaires en 2017 est sans doute à son plus haut niveau depuis l'effondrement de l'Union soviétique il y a 26 ans. La menace nucléaire aujourd'hui. Mais une autre chose que je voudrais soulever, c'est, je l'ai fait ailleurs, c'est la question des 2%. Je crois qu'il faudra être extrêmement vigilant sur cette question-là, et en estimation, et pour contrer les arguments qui seront avancés par les gouvernements, parce qu'on va vers un enfumage extraordinaire. Le CIPRI a fait une étude là-dessus. Il arrive à des chiffres absolument contradictoires et complètement différents des estimations qui sont faites ailleurs. Il estime par exemple pour l'Allemagne que l'augmentation sera de 28 milliards. Pour 9 milliards pour l'Espagne, 8 milliards pour l'Italie, 5 milliards 7 pour les Pays-Bas, 5 milliards 2 pour la Belgique, 3 milliards 6 pour la Grande-Bretagne. Donc la Grande-Bretagne ne serait pas dans les clous selon le CIPRI. Par contre, lisant cet article, c'est une instruction dans le journal français, je suis étonné que la France n'ait pas signalé dans la liste. Donc je vais voir le rapport du CIPRI. Et la France, elle, pourrait baisser son budget de 6 milliards 600 millions parce qu'il n'est pas inclus les interventions militaires en Afrique et au Liban et en Syrie et ailleurs. Et donc, et aussi la question des retraites des militaires. Enfin, il y a tout un... Donc, je crois que dans toute la campagne qu'on aura menée contre les 2%, il faudra être extrêmement vigilant dans les chiffres, dans les calculs, dans les faits, parce qu'on va vers un enfumage médiatique et politique. Okay, merci. Des autres questions ou des remarques, des commentaires? Other comments? Oui, en fait, c'est une question par rapport au traité de non-prolifération. Aujourd'hui, la Belgique est en principe signataire du traité et dans la liste des pays non nucléaires. Et donc, suivant l'article 2, on ne devrait ni accepter les armes, ni en assurer le transport. Or, la situation est donc dans l'illégalité la plus complète. Est-ce qu'il y a moyen d'introduire un recours et au niveau de quelle institution faut-il l'introduire? En fait, ce genre de question est entamé dans d'autres ateliers qui s'agissent sur les armes nucléaires américaines sur le sol européen. Yeah? Another question? No?
It's actually not a real question, it's something I propose. We all got a Ministry of Defense. It's actually a Ministry of Warfare now in most countries. If we want peace, we have to get money for building peace. And we also we need structures to build peace. One of possible structure would be a Ministry of Peace, actually. Yeah, I think we've got the work with the peace movement to get into the world what we want in the world. And yeah, Ministry of Peace would help, I think. So, or other infrastructures of peace building. What do you think about this? Here's a question for the panel. Nice. Maybe. Il y a quelqu'un Voilà, j'ai une question à poser et je ne comprends pas très bien. Si on veut faire un ministère pour la paix, il faut prendre l'argent à l'armée. Parce que je n'en vois pas la raison de faire encore une augmentation budgétaire pour faire un ministère de la paix et garder le ministère de l'armée. Voilà. Je passe la parole. Ça, il y a quelqu'un. Merci. Je commencerai juste pour faire une petite remarque ou une information par rapport à ce que disait notre ami du mouvement de la paix. Il y a y compris en France le Parti communiste qui est pour la sortie de l'OTAN, qui est en train de mener une campagne nationale, y compris en ce moment, non à l'OTAN. Je tenais juste, ce n'est pas pour polémiquer, mais pour informer. Voilà, l'objet de, moi c'est plus une réflexion, c'est par rapport à la discussion. Alors, je crois qu'on a affaire, et on le voit bien au travers des démarches qui sont faites par les différents collectifs, à l'échelle y compris de plusieurs pays, y compris au niveau européen, sur la bataille pour la paix. On voit bien l'importance de la communication, du débat, de la confrontation, y compris, par rapport à une bataille idéologique qui est très forte aujourd'hui. Et on voit bien comment ils sont en train de l'orchestrer partout. Nous, on veut travailler la culture de la paix, eux, ils travaillent la culture de la guerre. Quelque part, la militarisation des consciences en même temps. Et on voit bien comment ils s'y prennent. Moi, je dirais, je donnerai quelques exemples. Dans notre pays, en France, Emmanuel Macron, pour son investiture, il y a une dizaine de jours, une quinzaine de jours, et les commentateurs l'ont relevé, il l'a fait sous le signe de l'armée. Il a marqué, il a donné un signe fort, lui, dans la démarche où il va. Donald Trump, première visite en Europe, c'est pour venir ici pour l'inauguration, y compris du nouveau siège de l'OTAN. C'est-à-dire, c'est des signes qu'ils tracent, eux, la route. Et je dirais comment ils ont travaillé à partir des attentats aujourd'hui. Comment ils travaillent cette culture de la guerre, c'est y compris comment nous, l'ex-président de la République François Hollande, qui, lors des premiers attentats, est venu sur un discours « Nous sommes en guerre », pour passer à quelques temps après « Nous faisons la guerre ». C'est-à-dire qu'on incruste dans les têtes, dans les consciences, et on a affaire à cette bataille-là, nous, parce que ça, à mesure où ils avancent dans les consciences sur cette question de la guerre, en même temps, ça justifie quelque part, y compris l'OTAN, ce qu'ils sont en train d'en faire, je dirais avec un danger. Quelqu'un parlait à la tribune tout à l'heure de la question de l'ONU, c'est comment ils sont en train de vouloir superposer quelque part l'OTAN à l'ONU. Et je crois que le danger est là, et que la question de l'ONU aussi, nous, comment on est capable de la prendre en termes pour travailler la culture de la paix. Mais je conclurai là-dessus, c'est que moi je partage complètement, et je crois qu'on a besoin de travailler à ça. C'est vraiment partout les efforts à faire
de débat, ce que fait le mouvement de la paix en France, y compris le Tour de France sur la question du livre blanc, mais y compris dans ce qui a été exposé là. Je crois que chaque jour on a à gagner, et je dirais notamment en direction de la jeunesse, parce que j'ai tendance à dire que la jeunesse elle est généreuse, elle ne cherche pas un monde de guerre, et je crois que ça peut être aussi une base d'appui, ça demande des efforts pour pouvoir gagner ce qu'on veut. Merci. Et puis, merci beaucoup. Monsieur Trump demande ce qu'on dépense 2% de PNB. Et l'OTAN vient d'entrer dans la coalition internationale pour la guerre contre le terrorisme. Qu'est-ce que ça va changer, cette entrée de l'OTAN? Qui sont les pays visés? Est-ce que pour se préparer à la future guerre entre Iran et Arabie Saoudite, ou est-ce que c'est bien la Libye qui est visée dans cette entrée de l'OTAN? Sur le plan pratique, les pays membres de l'OTAN, la plupart sont membres de la coalition internationale, il y a 68 pays. Donc militairement, pour les tanks, les capacités militaires, ça ne va rien ajouter. Ils ont parlé de la coordination par l'OTAN de toutes les opérations. Qu'est-ce que ça se prépare? Est-ce que vous avez une idée? Ok. Entre les questions, mais aussi les remarques, I start again with Chris. So you pick out those, because we don't have to take all the questions, each of us, it will take too much. You need a micro? Yeah, it's coming, the microphone. Just on the last question first. I mean, it's almost by definition very hard to predict the direction of travel of a NATO that is run by Donald Trump. So it's, you know, maybe not sensible to exactly try and outline what he's doing. I think he's clearly, one game he's playing currently is clearly to try and build a Sunni-based coalition that is trying to isolate and ramp up aggression against Iran, which is obviously very dangerous. The thing that I think we need to be clear about is there is consensus in the US foreign policy establishment that Obama was not interventionist enough, that we're moving towards a more aggressive phase in the war on terror, and that's obviously something to be aware of, to be concerned about. Ministry of Peace, I think it's a fantastic idea. Actually, it is one of the things that is being promoted in Jeremy Corbyn's Labour manifesto in the general election, which is, so it might be something that could actually be happening in Britain. I think at the same time we have to be realistic and say we can't really rely on Western governments to provide the infrastructure for an effective peace movement in general. The governments tend to be the last section of society, given that they're all integrated into the NATO alliance, that they're all basically on side with the war on terror. We'd be foolish if we thought that the initiatives in general are going to come from above. It seems to me, and it's interesting by the way, that Corbyn's kind of takeover of the leadership of the Labour Party has been very much a product of his role in the mass movements. The reason why he's got where he's got in the Labour Party is because he was on every demonstration, he was the chair of the anti-war movement, he was on every picket line, on every protest, which seems to me to be a kind of exemplar of the fact that change, in the end of the day comes from below. Last point about young people, and I mean, I think it's absolutely true that I think there is, partly because of the product of the last 17 years, partly because of the anti-war movements and everything that you all have done, I think there is a popular revulsion against the wars that have been taking place. And we need to remember that. And one of the great things that we have, strengths on our side, in my opinion, is Donald Trump. Because Donald Trump is hated by almost every section of society. Even in the US, he's the most unpopular president there's ever been, So we have to factor in, we have to sometimes think about the advances that we've made and the possibilities for growth. And it seems to me,
that when you have Donald Trump as head of NATO, that is a very, very frightening and dangerous situation, but it's one in which it must be possible to build a genuinely popular and potentially very effective movement against that institution. Thank you. Edith. Alors je vais répondre sur le ministère de la Paix, mais avant par rapport à M. Trump, je crois que ça dépasse largement le personnage, excusez-moi, mais la conception de la sécurité nationale et internationale actuellement quasiment dans tous les pays, c'est une conception guerrière. Donc même, c'est un fou, mais il y en a d'autres. Et ce qu'il faut lutter, c'est contre cette conception de la sécurité. L'arme nucléaire n'est pas une garantie, c'est la garantie de notre insécurité. Les guerres donnent toujours le chaos. Donc, quelle que soit la personnalité de Trump, il veut faire du business sur les armes. Bon, je crois qu'il faut aller bien au-delà, et c'est un travail à long terme sur la culture de la paix. Car déclencher une guerre, c'est beaucoup plus facile, n'est-ce pas, que d'élaborer une stratégie à long terme pour construire la paix. Or, la majorité, tout le monde, quasiment tout le monde veut la paix. Donc c'est ça il faut aller vers les gens pour leur dire que c'est possible. Alors il faut leur donner des outils, bien sûr. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce livre blanc de la paix, parce que quand on lit le livre blanc de la défense, on est catastrophé sur la conception guerrière. C'est quand même en général des hommes qui font cette conception guerrière. Donc ça aussi, il faut changer le rapport de force homme-femme. Égalité femme-homme pour aussi l'appeler le pouvoir politique. Alors, je voulais dire le ministère de la Paix, bien sûr, notre livre c'est une étape, mais le ministère de la Paix, il est chargé de coordonner et de soutenir financièrement l'ensemble d'un dispositif, puisque la paix, elle touche tous les domaines, l'économique, le social, l'éducatif, etc., la presse, la liberté de parole, etc. Donc, on veut mettre aussi en place une mission interministérielle pour la paix, la création d'un institut national de recherche et d'éducation à la paix pluridisciplinaire. Et c'est en ce sens qu'on arrivera à faire quelque chose, c'est à se grouper pour remplacer ce ministère de la guerre, des armées, qui s'appelait avant ministère des armées, par un ministère de la paix pour faire des recherches, parce qu'il n'y en a pas vraiment. Il y a des instituts de recherche, mais on n'en parle pas assez dans la presse. Donc c'est ça que je voulais dire. Mais en tout cas pour l'ONU aussi, je voulais dire, l'ONU existe, mais il n'a pas les moyens financiers correspondant à l'OTAN. L'OTAN c'est 1200 milliards, l'ONU c'est 8,7 milliards. Donc regardons aussi du côté des moyens financiers. Merci. Yes, thank you. When it comes to the new CIPRI report, I would like to draw your attention to also another research institute, which is the Centre de l'As in Barcelona, and we can just regret that Jordi Carlos is not with us today. They are presently running the IPB global campaign on military spending. And they have for many years pointed out that in addition to the CIPRI normal annual report, they have found ways that ministries hide their military costs, and also pointed out that wars are not included. And as for dual industry, it's not always obvious to see what is military, what is civil. And also when it comes to everything that is surveillance, it might as well be put on civilian as military. And as you know, surveillance is becoming more and more important in modern warfare. Then I wanted to say something on the cultural piece. I had the chance and I was very happy to work for many, many years in UNESCO on the shift from a cultural war to a cultural peace. And we were so optimistic when we managed to get the year 2000, the International Year for Cultural Peace, moving from a war thinking to a new millennium that should be impregnated by a new thinking.
And we made also the Decade for Cultural Peace and Nonviolence for the children of the world. And there were plans and programs, and the UN accepted UNESCO's proposal, and national plans of action for cultural peace were to be established. Then came 11 September 2001, which totally undermined this very optimistic working towards a culture of peace. It so happens that some strong initiators have managed to get the UN on board again for the culture of peace. So the 1st of September last year, I was there with the former Director General of UNESCO, Federico Mayor, for the 5th summit on a culture of peace. So I think the peace organizations should link up to the present attempts by the UN to put back again the culture of peace on the agenda. And UNESCO also tried to make the right to peace a new human right. But many countries, particularly the Western countries, said that if we manage to operationalize all the other human rights, the end result would be a right to peace. Now, however, there is a new resolution on the right to peace that we also should use more effectively. A ministry of peace or a ministry of a culture of peace could draw its resources from the ministries of war or the ministries of defense, and we could say at least half of that money should go for human security and the other for military security, as long as they manage to upkeep that. We want the percentage to grow stronger for the other side. The other suggestion that has come from the Quakers in particular is a peace tax. And in Norway you can avoid, if you like, paying tax to the church if you instead pay the same amount to an other ideological body, could be a peace organization or something. And if we get a peace tax where we pay the same tax, but it goes to the ministries of peace or to the peace movement, that would also be a way of financing our work so strongly under-financed. We also have to think about whether we should encourage the new Secretary General of the UN, who so strongly, Mr. Guterres, who so strongly speak for prevention of violent conflict and also for disarmament. Should we try to encourage a new special session, a third special session on disarmament in the General Assembly, where we try to make a more fully developed plan for how to use the disarmament money for human security? Because people might be afraid to just let go of what they think is military security if there is not put in place an alternative that they believe in. And maybe we should also ask not only for a Security Council, but for an environmental security council that would deal with the threats to the planet and to humanity. And the last thing that I would like to mention now is the conversion. We need to look properly into how do we convert jobs from the military industry to jobs to make it easier to develop renewable energy, etc. And IPB suggested in its campaign to reduce military costs, 10% reduction of military costs per country per year in the period of the new UN Agenda for Sustainable Development, in order to be able to finance these
mostly wonderful new goals of poverty reduction, illiteracy reduction, creating social security, education for all, etc. So this would not change the power imbalance, but it would at least lower the military cost and provide resources that are so desperately needed for meeting human needs. Okay, this leaves us with 10 minutes more for those who want to react again or comment. There are 2 questions. Alors, nous sommes dans une situation de crise économique forte. Nous sommes dans une situation d'aiguisement des contradictions entre les puissances impérialistes pour s'arracher les marchés, pour s'arracher les régions de contrôle, parce qu'il y a des richesses, il y a du pétrole, parce que ce sont des régions à contrôler en cas de conflit, parce que ce sont des régions de passage des marchandises, des populations. C'est dans ces cadres-là qu'explosent aujourd'hui toutes ces guerres. Et ce qui vient dire Trump, c'est pas que Trump, c'est toute une politique de la part de l'impérialisme américain, mais aussi des impérialismes européens, mais aussi des monopoles, des grands groupes qui sont liés à la production d'armement, à la production de matériel de surveillance. C'est là-dedans que cela se place. C'est pour ça qu'un ministère de la paix. Je fais partie d'une organisation de femmes, hein? Je suis présidente d'une organisation de femmes. C'est comme un ministère des droits des femmes. Tout dépend de quel projet politique il y a. Ça sera un interlocuteur, ça sera une interlocutrice, d'accord, mais ça ne va rien changer. Si on a un projet politique de rupture avec cette politique impérialiste de domination, bien sûr, là, ça a du sens. Mais sinon, on a eu des ministères des droits des femmes, hein, et la situation n'a pas changé. Et la situation de la femme a continué à se dégrader. On a eu des petites, mais pour la grande majorité des femmes, la précarité n'a pas reculé, les licenciements non plus, la destruction des services publics non plus, d'accord? Alors, je pense que ce qu'il nous faut, on parle ici tous de comment mobiliser l'opinion publique, comment mobiliser les gens. Les gens se mobilisent non pas pour défendre une conception, elles se mobilisent pour défendre des intérêts propres, concrets. Et cette question de l'augmentation du budget militaire dans tous les pays de l'Union européenne, même s'il va y avoir de l'enfumage dans les chiffres, on va le vivre. On va le vivre, cette augmentation des dépenses militaires, on va le vivre. Cette accélération, on le vivra. En même temps qu'on est en train de diminuer les déficits budgétaires. Ça veut dire que tout ce qui est dépenses sociales va diminuer. C'est là où on a vraiment le champ, c'est là où on a la porte enfoncée. Si partout on a des mouvements où on leur rend la vie impossible pour augmenter leur budget militaire, pour mettre un obstacle, donnons-nous déjà cet objectif-là partout. Et essayons de mettre des obstacles, de dire non, c'est de plus en plus de l'argent public qui va vers la militarisation, hein? C'est de plus en plus de l'argent, de moins en moins de l'argent public qui vient vers les populations, de plus en plus de richesses produites qui vont vers la mort, vers la guerre. Cette question, vraiment, essayons de lancer des campagnes pour mettre des obstacles, faire une obstruction à l'augmentation des budgets militaires. C'est tout. Merci. Thank you, Mr. Chairman. My name is Antero Eerola. I'm from Finnish Left Alliance. I have a question, but before that, if you allow a couple of words outside of NATO. As you know, my country is not member of NATO, although the military cooperation with the military alliance and NATO member countries is unfortunately increasing year by year.
And this practically means that there are NATO troops on our soil, or in our airspace, or in the sea areas almost every single day of the year. And as a non-aligned country, we of course do not follow this NATO benchmark of 2% of GDP military spending. But still our current right-wing, or you could say right-wing populist government, has launched this project to replace a whole fleet of the Finnish Air Forces, which now consists of 64 of these American F-18 fighters, and the plan is to get these new next generation multitask fighters. And the official estimation of the cost of this project is from 7 to 10 billion euros. And the gap is 3 billion euros, they don't know. And at the same time, the government is planning a massive social and healthcare service, healthcare reform. And the aim of this reform is to get cost cuts worth of 3 billion euros. And this 3 billion, as I mentioned, is the gap in the cost estimation of this fighter project. So it seems that regardless of a country being inside or outside of NATO, when buying weapons, there are no limits in funding. But my actual question to all of the panelists is, and you partly already answered to this, but could you still elaborate? What are the main arguments of the political elite in each of your countries why this military spending is needed? Is it the old pretexts of Russia and terrorism and so forth, or have they invented something new? Thank you very much. So we just take these two questions. So we can elaborate on it, but only for 4 minutes, if you want to respect the schedule and the break we all need before the final session. So who wants to comment on what has been asked or said? On the last question, essentially it is Russia and terrorism in Britain, so you're right. Just on the thing about Trump, I mean, the thing is that I think what we're seeing with Trump is a worrying coming together of the most reactionary, volatile, unpredictable and xenophobic president there's ever been in the US, with a more aggressive phase of the war on terror. And that's a very, very frightening combination. But, and it's a very important but, the hatred and contempt that exists for Donald Trump gives us an unprecedented possibility of mass mobilisation against war and against NATO. In Britain, since Trump was elected, we've had 6 massive demonstrations against Trump, which had an anti-war component in them. So, you know, I think we have to get both sides of that. The last point, absolutely agreed that we need to develop the ability to create a real rupture, as the comrade said, a rupture with the whole kind of aggressive foreign policy. And that's going to be quite an effort, that's a tall order. Even in Britain, if Jeremy Corbyn does get elected in 2 weeks' time, which is still quite unlikely, I have to say, it's still a kind of distant possibility, but even if it did happen, that would be the beginning of a struggle. There will be a social crisis in Britain if Jeremy Corbyn gets elected, and in order to push through the kind of anti-war policies that he represents, we will have to mobilise now millions on the streets against a very concerted backlash that there will definitely be. So, I mean, I think this is a very critical moment. I think there's huge possibilities, but we shouldn't fool ourselves that it's going to take, certainly in Britain, we face the prospect of mass social confrontations in the next few weeks on precisely some of these questions about foreign policy. Okay, somebody else who wants to say something? Yes, oui, je veux bien. Voilà. Je veux bien, puisqu'on est là. Une minute. On est là juste contre l'OTAN aujourd'hui.
Alors, la campagne présidentielle et bientôt législative, on a peu parlé de l'OTAN, n'est-ce pas? Mais on en a quand même un petit peu parlé. Parce qu'il y a, franchement, il y a une dizaine d'années, quand on distribuait des tracts dans la rue sur l'OTAN, et notamment lorsque Sarkozy nous a remis au haut commandement de l'OTAN, les gens ne connaissaient pas l'OTAN. Ou, s'ils le connaissaient, c'était en bien, comme quelque chose d'humanitaire même. Donc, il faut avoir une grande politique d'information, de sensibilisation au fait que l'OTAN, c'est une pieuvre, et que c'est guerrier, et que ça assure notre insécurité. Donc, le stratégie du mouvement de la paix, c'est d'informer, informer, débattre, et il faut avoir vraiment une volonté politique, car l'OTAN, c'est idéologique, c'est politique. Et là, en France, on a l'état d'alerte, et on a appris hier que Emmanuel Macron, eh bien, il allait prolonger l'état d'alerte au-delà du mois de juin. Évidemment, nous sommes contre cet aspect des choses. Merci. 1 minute, In Norway, we think that military costs are needed to make friends, particularly with the US, and otherwise to fight Russia and fundamental Islam. When it comes to what I think is the most important thing to do, that was also asked, I think we have to make war a thing of the past, argue for that it should be totally obsolete, that it belongs to the childhood of humanity, and now that we are slightly more mature, we should be able to deal with conflicts in different ways. Maybe we need a role model, and the peace movement like to show Costa Rica as a model, who said that however much military we have, we will not be strong enough to cope with our bigger neighbors, so they let it go and instead have a police. Maybe we need to put forward more of these models. And we should also put forward what IPB has done over a long time, to say that we need to disarm in order to be allowed to develop, and we may even take that one step further. We need to disarm in order to survive, both as humanity and as the planet. Okay, thank you. Oui, peut-être 2 mots par rapport à la question qui complète aussi. En Belgique, les dépenses militaires sont surtout, oui, donc la défense, mais c'est selon moi quasi tout le temps mis en lien avec un besoin de rentrer dans les lignes mises par l'OTAN ou par l'Europe, et donc toujours dans une visée de partenariat avec l'OTAN et une défense européenne à développer, et les retombées économiques qui sont aussi une justification assez importante à ces investissements-là. Okay, thank you very much. We are now for a last break and the last final session. Thank you very much for the speakers. Thank you very much again for the translators doing a good job. They have a long day again, I have to say. And so, yeah, we have a small break